Alors, on en est où dans cette actualité? Israël qui mène une frappe limitée contre l'Iran, selon une source. Donc il faudrait vérifier la source parce que apparemment ça a été démenti. Donc on va voir ça. Et donc là, des actualités de ce qu'on aurait, c'est que voilà, on a eu une attaque de Tsahal, donc Israël, en réponse aux barrages iraniennes. Donc voilà, et on a eu 7 villes frappées apparemment. Tsahal aurait confirmé l'attaque aujourd'hui était une réponse à l'attaque ciblée de l'Iran le week-end dernier. Donc Tsahal aurait frappé 7 villes en Iran apparemment. Téhéran, Ford, Arak, Natanz, île de Kargs, Boucher et Bandar Abbas. Bon, ça c'est des actualités apparemment qui sont sorties, mais elles sont pas sûres d'être confirmées. Donc ça c'est de ce qui est dit. Après, ici, l'Iran se moque de l'ennemi. Apparemment, il n'y a eu aucune frappe aérienne. En tout cas, à Ispahan. De ce que l'actualité disait. Là, ce que vous avez vu sur CNBC, CNBC disait que l'Israël avait fait une attaque limitée, mais l'Iran a totalement démenti ça. Et donc, il n'y a eu aucune frappe donc, à Ispahan ou d'autres parties du pays. Donc là, on parlait de 7 villes frappées. Il n'y a rien eu de cela. Ils ont seulement fait une tentative ratée et humiliante de faire voler des quadricoptères et ils ont tous été abattus. Donc voilà, apparemment, Israël a fait une tentative avec des petits drones, là, ce qu'on appelle des quadricoptères. Mais tous ces quadricoptères ont apparemment été abattus par l'Iran. Donc, bon. Donc là, il y a un petit troll marrant, là. Donc voilà la réponse iranienne, à gauche. Et à droite, vous avez la réponse israélienne. Donc des petits drones quadricoptères, là. Bon, bah si c'est tout ce que Israël a fait, bon, j'ai envie de dire, tant mieux, comme ça va pas envenimer les choses. Mais vous voyez que entre ce qui est dit dans la presse, le mainstream et la réalité, il y a beaucoup de choses quand même. Donc il faut bien s'informer. Et bien sûr, les responsables iraniens déclarent qu'il n'y a aucun projet de représailles contre la frappe israélienne. Donc la frappe israélienne minime où il n'y a rien eu, bah, l'Iran ne compte pas répondre à ça, vu que c'est pas censé être une grosse attaque. Vous voyez. Donc voilà, et les marchés ont beaucoup tangué, mais les marchés là, vous allez voir, ouvrent en hausse, que ce soit les marchés crypto ou les marchés boursiers, suite à tout cela. En tout cas, l'Iran, par l'intermédiaire de son commandant ici, là, le commandant iranien ici dit que l'Iran a identifié tous les sites nucléaires israéliens et qui sont prêts à réagir à toute attaque. Donc l'Iran a ciblé tous les sites nucléaires israéliens et ils sont prêts à attaquer ces sites-là. Si jamais Israël répond et envoie des missiles, bah, l'Iran est prêt à cela et est prêt à répondre. Donc l'Iran se tient prêt à toute chose. Et ici, on voit que l'Iran a dégagé l'espace aérien après la grève israélienne. Donc l'Iran se prépare, ils ont dégagé leur espace aérien. L'Iran a promis une réponse intense et brutale à toute attaque israélienne sur le sol iranien. Vous savez, l'Iran a attaqué, enfin a lancé des missiles le week-end dernier contre Israël en réponse à l'attaque d'Israël contre le consulat iranien à Damas. Et donc là, bah maintenant, tout le monde a les yeux rivés sur la réponse d'Israël. Et là, cette nuit, apparemment, on a eu ces petits drones qui ont été abattus là. Mais voilà, en tout cas, l'Iran est préparé. Et ils ont dégagé leur espace aérien, ils ont déjà les cibles nucléaires israéliennes en vue, et ils attendent plus que de voir si Israël va répondre et attaquer. Et donc ce soir, plusieurs rapports et responsables américains ont confirmé que Tsahal avait frappé un site en Iran, ce qui a été démenti par l'Iran ici. Et donc quelques instants plus tard, l'Iran a dégagé tout l'espace aérien et a redirigé tous les avions loin des sites de lancement de missiles. Vous voyez, probablement en vue de lancer une riposte. Et désolé pour le vous voyez, j'ai été rappelé à l'ordre là par vous voyez. En fait, c'est mon langage, j'arrive pas. Enfin voilà, je vais essayer de moins le dire, mais je le dis comme ça en fait. C'est pour voir si vous avez bien compris tout ça. Alors. Ouais, quelques instants plus tard, donc l'Iran a dégagé tout l'espace aérien, l'espace aérien. Donc ils ont préparé les choses et ils se préparent, voilà, à une attaque israélienne. Bien, pour la suite, une énorme déception. On pouvait s'y attendre, hein, mais les États-Unis
opposent leur veto à la demande de la Palestine de devenir membre à part entière des Nations Unies. Donc ça, c'est une petite info, mais une info qui veut tout dire. On voit bien que c'est les Américains qui mettent voilà, leur nez voilà, dans ces affaires-là. Et vous voyez pourquoi? En fait, là, ça pourrait résoudre pas mal de choses. En fait, que la Palestine devienne membre des Nations Unies et soit reconnue et qu'il y ait même deux États. Voilà. Mais les États-Unis, qui, on le sait, hein, derrière, avec Israël, veulent toujours plus de parts de gâteau et à chaque conflit, ils agrandissent leur territoire. On sait que les États-Unis ne veulent pas de ça, au fond. Donc c'est ce qui est dommage. Vous voyez, là, c'est une grande déception. Et ça aurait résolu pas mal de choses, ça aurait pu apaiser. Mais après, les États-Unis peuvent, là, s'ils acceptaient, se confronter à la colère d'Israël, peut-être, je sais pas. Mais voilà. Et donc, voilà, la Chine a dénoncé cela et est très déçue de la décision des Américains d'opposer, que les États-Unis s'opposent à ce que la Palestine devienne membre des Nations Unies, là. En tout cas, bon, aux États-Unis, pendant que Trump est coincé là pour des affaires voilà, face à la justice, et là il le déclare, hein, il devait être en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, tout ça, mais il est coincé avec toutes ces affaires judiciaires dans le dos. Bah, pendant ce temps-là, Joe Biden, lui, réfléchit, prévoit une aide militaire supplémentaire de 1 milliard de dollars à Israël. Donc, voilà, les Américains toujours derrière Israël et derrière l'Ukraine à aider. D'ailleurs, Donald Trump ne comprend pas pourquoi les Américains donnent autant d'aide, alors que même les Européens n'aident pas autant l'Ukraine, tout ça. Mais voilà, Biden réfléchit à tout ça. Biden qui, encore une fois, ici, vous allez le voir, était rentré dans une autre station-service, voilà, ou fast-food. Et voilà, il a été accueilli par aucun supporter. Donc là, il n'y a personne, on voit aucun soutien à Biden. Vous voyez, c'est la deuxième fois en 24 heures. Hein. Hier aussi, il était rentré dans un fast-food. Et voilà, il y a personne qui l'a adulé ou qui était là, lui demander des autographes ou lui serrer la main, tout ça. En fait, où est-ce qu'il va? Bah, il n'y a personne qui l'attend. Aucune foule, tout ça. Contrairement à Donald Trump, qui est accueilli comme une rockstar partout où il va. Donc là, on voit bien, c'est des images qui ne seront pas montrées hein, par les médias mainstream, tout ça. Mais voilà, il est seul au monde, on a l'impression. Et donc, voilà. C'est des petits détails, mais bon, c'est pas très important, mais ça montre. Et pour le coup, on pourrait voir Biden gagner les élections malgré tout cela. C'est pour vous dire ô combien enfin, voilà, les choses sont trafiquées, peuvent changer rapidement. Vous voyez? Donc, encore une fois, vous voyez, j'ai dit... Alors, le pétrole bondit brièvement de 3%. Et l'or au comptant atteint un niveau record après le lancement d'une frappe limitée par Israël. Donc, l'annonce de l'attaque israélienne, apparemment, qu'il y a eu, alors qu'on n'a eu que des petits drones qui ont été lancés, cette annonce-là a fait bondir le pétrole de plus de 3%, et l'or qui a atteint des niveaux records. Vous voyez? Mais voilà, cette annonce a été rapidement limitée. Déjà, pour ce qui est du pétrole, les exportations de pétrole iranien ont atteint leur plus haut niveau, donc depuis 6 ans, là, avec bah, tout ce conflit-là. Mais ils sont stimulés par les ventes aussi à la Chine. Vous voyez? Ah, j'ai encore dit, vous voyez, décidément. Alors, stimulés par les ventes à la Chine achète beaucoup. Hein, et la Chine se fait plaisir avec ses nouveaux alliés, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et voilà, ils achètent énormément et ils profitent voilà, de leurs camarades maintenant pour s'en mettre plein les poches. Ou plein, voilà, le pétrole. Maintenant, en Chine, la Chine peut-être peut profiter du boom des véhicules électriques, de se faire des pleins de pétrole, tout ça. Mais voilà, ils ont d'autres soucis aussi. Et surtout la crise immobilière qui les frappe là-bas. C'est le principal talon d'Achille de la Chine. Voilà, voilà, la crise s'intensifie. Des logements neufs. L'immobilier, c'est pas ça du tout en Chine. Hein. Et bah voilà, ça continue à sombrer. Donc, la Chine va devoir réagir par rapport à ça et essayer de limiter au moins la casse. Maintenant, même le marché de l'horlogerie, là, les montres, les exportations sont en chute libre. Hein. Les exportations partout dans le monde. Donc, pour l'Asie, c'est encore pire. On est sous les niveaux de la pandémie lorsque la production est arrêtée. Vous voyez? Donc, les exportations depuis la Suisse, par exemple, ou des choses comme ça, surtout en Chine et en Asie, c'est pas ça du tout. Hein. Là, ça plonge.
Et donc, on voit que l'Asie est en grosse difficulté hein, de relance économique, de croissance. Voilà, c'est en berne, tout est en berne. Donc, la Chine va devoir faire quelque chose pour enfin se relancer. Maintenant, pour le pétrole, on avait dit que le pétrole avait atteint des niveaux records. Après, regardez, hein, il est intéressant de noter que les prix de l'or sont désormais revenus en dessous des 2400 $ après avoir grimpé jusqu'à 2430 immédiatement après l'attaque israélienne. Donc les négociations en or ne semblent pas trop préoccupées par la Troisième Guerre mondiale. Donc vous voyez que dès qu'on a eu l'attaque israélienne, la soi-disant attaque hein, qui a été démentie, bah, l'or juste après est retombé. Alors que normalement ça devrait faire exploser encore plus le prix de l'or. Mais juste après l'attaque, je ne sais pas si ils ont eu rapidement la fin, voilà, les spéculations ont rapidement eu les vraies nouvelles qui ont été démenties. Mais en tout cas, l'or a vite fait l'effet inverse. Vous voyez? Donc l'attaque israélienne n'a pas effrayé et n'a pas poussé voilà, les gens à consommer encore plus d'or ou à acheter encore plus d'or pour se protéger d'un crack des marchés suite à l'attaque d'Israël, tout ça. Donc, bon, il semblerait que l'or peut-être est monté assez haut et que ça suffit, hein. On verra ça. Maintenant, les marchés en eux-mêmes. Le Dow Jones, qui est un des 3 indices américains qui ouvre en hausse. En général, quand le Dow Jones ouvre en hausse, le reste, le Nasdaq et le S&P 500, eux aussi sont en hausse. Alors que les traders se remettent de la frappe israélienne du jour au lendemain contre l'Iran. Et donc, enfin, en tout cas, c'est logique que les marchés ouvrent en hausse, puisque maintenant, je pense que les marchés sont au courant du démenti et qu'il n'y a pas eu, voilà, de réelle frappe israélienne. Et donc, vous allez voir que les marchés, là, vous le voyez, poussent à la hausse et les marchés crypto aussi sont en hausse. Donc, voilà, là, regardez, ici le S&P 500 qui est l'indice standard mondial, hein, le Wall Street ou la CNBC monte plutôt à chaque fois s'appuie sur le Dow Jones, mais les marchés, les investisseurs du monde entier, eux, regardent plutôt le S&P 500. C'est lui l'indice standard mondial qui regroupe les 500 entreprises les mieux valorisées, les 500 entreprises américaines les plus précieuses, on va dire, les plus valorisées. Donc, en tout cas, les contrats à terme sur les SP500 se sont maintenus entièrement et se sont remis de leur vente massive du jour au lendemain. Donc, vous voyez ça, pendant les contrats à terme, donc les négociations avant les heures d'ouverture du marché, les marchés viennent d'ouvrir il y a à peu près un quart d'heure là. Mais juste avant l'ouverture, on avait les contrats à terme pour voir un peu la tendance. Et là, bah, on a vu que les marchés ont plongé et se sont rapidement repris. Suite au démenti, à mon avis, tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment eu de frappe israélienne. Donc, maintenant, voilà, et Israël ne s'est pas attaqué donc aux installations nucléaires iraniennes et l'Iran ne semble pas intéressé à aggraver davantage la situation. Donc il semblerait là, si on fait un point là, que la situation s'est tassée là, que Israël tout hésite à frapper l'Iran et l'Iran pour l'instant menace mais ne veut pas envenimer la chose. Donc grâce à cela, les marchés pour le moment, sont en train de reprendre de la vigueur, de la force. Malgré que, on a une autre mauvaise nouvelle, hein, parce que les marchés sont focus sur l'inflation et les taux d'intérêt. On a un des membres de la Fed qui est souvent pessimiste, là, Kashkari, là, de la Fed, qui nous a dit que nous pourrons potentiellement attendre jusqu'en 2025 pour baisser les taux. Donc ça serait une très mauvaise nouvelle pour les marchés. Les investisseurs espèrent que les taux soient baissés d'ici à... Bah, on attendait d'ici à cet été, à juin, mais ça risque d'être repoussé peut-être à septembre, par là, après l'été. Mais voilà, les investisseurs ne pensent pas, n'imaginent pas que les taux ils rebaisseront d'ici à 2025. Et là, Kashkari a annoncé cela, que potentiellement, il pourrait attendre 2025. Ça ferait très mal au marché, ça, hein, pour le coup. D'avoir des taux aussi élevés aussi longtemps, c'est pas bon pour les consommateurs, tout ça. Et même pour la dette américaine. Donc, on va voir s'ils vont tenir cette parole ou pas, s'ils vont aller jusqu'à 2025. Moi, je pense que c'est de la flûte et qu'ils vont commencer à baisser les taux plutôt vers ouais, la fin de l'été, plutôt vers septembre, octobre, pour le moment. Après, les choses peuvent évoluer, mais pour le moment, c'est ce que je pense et ce que j'espère, hein, parce que là, 2025, ça ferait trop loin là. En tout cas, on est en pleine saison des résultats et Netflix qui dépasse les estimations de bénéfices alors que les abonnés bondissent de 16%. Donc tout se passe bien pour Netflix, mais Netflix a aussi déclaré une chose qui n'a pas plu au marché. Voilà, Netflix ici ne fournira plus de chiffres d'adhésion trimestrielle.
ni de revenus moyens par utilisateur à partir de l'année prochaine, a annoncé la société, publiant des bénéfices supérieurs et inférieurs. Donc il y a eu aussi des bénéfices apparemment inférieurs. Et donc l'action Netflix a pas mal chuté. Donc après les heures de marché. Donc malgré que de manière générale, Netflix, les résultats sont plutôt bons. Mais là, avec les annonces de Netflix qui vont plus partager, ça c'est pas bon hein, quand ils disent qu'ils vont plus partager. Ça veut dire que peut-être ils prévoient un ralentissement et ils veulent plus trop montrer ça parce qu'ils savent que dans le futur, ça va se tasser en termes de croissance, peut-être des abonnés, tout ça. Donc ça sent pas bon, hein. C'est ça peut-être qui ont fait que les actions ont plongé là. Les investisseurs sentent la patate là sur Netflix. Donc on verra ça. Maintenant, Meta de Facebook, là, la maison mère de Facebook, de Mark Zuckerberg, avec tous ces produits là, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, tout ça. Et ben, le nouvel assistant IA de Meta, qui s'appelle Meta IA, qui est une sorte de chatbot comme ChatGPT, est maintenant déployé sur WhatsApp, Instagram, Facebook et Messenger. De toutes les applications là, de Facebook, enfin de Meta, vont avoir maintenant un chatbot Meta IA extrêmement bien développé, apparemment très, très puissant, qui va pouvoir régir, à qui vous allez pouvoir demander des choses. Et grâce à l'intelligence artificielle, ils vont pouvoir, ce langage, ce chatbot, va pouvoir communiquer avec vous, vous apporter des réponses, tout ça. Donc, voilà, ça va être déployé sur tous les réseaux sociaux de Meta, hein. Donc, Instagram, WhatsApp, tout ça. Et Facebook. Donc l'assistant peut répondre aux questions, créer des animations, générer des images, voilà, tout ce que l'intelligence artificielle permet de faire, bah voilà, sur Facebook, ça va pouvoir être déployé. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle et ça va alimenter l'intelligence artificielle. Et pour moi, là, en termes d'investissement, moi, en tout cas, j'accélère en tout cas moi, je suis plutôt investi, surtout principalement en actions, en bourse. Et je vais accélérer sur Nvidia, Supermicro, qui fabrique les serveurs là, avec refroidissement liquide, et ARM. ARM, c'est les puces, les CPU, avec l'architecture ARM là, qui vont intégrer les centres de données, qui vont intégrer, je sais pas moi, tous les smartphones et les futurs PC portables là, où il va y avoir une grosse vente qui va arriver de tout ça. Et donc voilà, parce que c'est l'intelligence artificielle, et pour moi, si on doit se concentrer sur l'intelligence artificielle, c'est là où il y a de la croissance actuellement. La blockchain, oui, ça plus tard, oui, tout ça, mais il y a beaucoup de spéculation sur la blockchain. Or, pour investir et être sûr d'avoir de la croissance, être sûr de faire des gains, il ne faut pas investir sur la spéculation, mais il faut investir sur la valeur apportée. Et là, tout ce qui est en crypto, c'est de la spéculation à l'heure actuelle. Il n'y a pas tellement encore de valeur apportée. Oui, on a un peu la blockchain Solana qui est utilisée, c'est vrai, mais le reste, c'est que de la spéculation. Le Bitcoin, le prix qui monte, c'est de la spéculation. Ethereum, c'est pas tellement utilisé, mais Ethereum monte suite à la spéculation qu'il va y avoir les Real World Assets. Bah, tout ça, bah, si vous investissez sur ça, accrochez-vous bien parce que ça va être fortement volatile. Par contre, l'intelligence artificielle, ça monte grâce à la valeur. Nvidia monte parce qu'ils vendent réellement des choses. ARM, tout ça. Microsoft et tout ça. Là, il y a des gains réels, il y a de la valeur ajoutée. Là, c'est des gains réels. Oui, c'est pas des x4, x10, x50, mais c'est des x3, x2, x3, x4, sûr et certain. Oui. Et si vous faites ça cette année, vous refaites ça l'année prochaine, et ainsi de suite, et ainsi de suite, vous allez grimper, mais de manière sûre. Plutôt que de chercher, vous investissez, allez, sur Ordi, ou je sais pas moi, sur le Bonk, ou un même coin, ou sur Matic, en espérant que ça va exploser, mais vous n'êtes même pas sûr, vous savez même pas trop tout ça. En fait, c'est là le problème de la plupart, c'est qu'on investit comme ça sur les cryptos en espérant que grâce au cycle, ça a monté. Mais là, vous êtes sur de la spéculation. Et c'est pour ça que beaucoup stagnent ou perdent de l'argent malgré que les cycles passent, mais ils ont toujours moins d'argent que prévu, ils sont toujours pas millionnaires, ils ont toujours pas franchi même ne serait-ce que 10 000 € de profit ou de choses comme ça. Vous voyez ? Donc, visez la valeur ajoutée, même si c'est plus lent, mais c'est la maturité. Vous voyez ? Et ça va monter réellement cette fois, plutôt que de viser la spéculation, tout ça. Mais comme on est dans un cycle, bien sûr qu'il faut s'exposer à la crypto, même s'il faut avoir une petite partie. Parce que là, en crypto, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. L'année dernière, la star du dernier bull run, c'était Luna. Il
Il n'y a plus de Luna, il n'y a plus de FTX. Des cryptos très prometteuses, là, comme Polkadot, même Matic, aujourd'hui, sont au ras des pâquerettes. On ne sait même pas s'ils vont remonter. Aujourd'hui, oui, Solana monte, mais on ne sait même pas si Solana sera là demain. Donc certes, ça doit... Voilà, même les cryptos prometteuses, hein, Kaspa, Tao, on ne sait pas, en fait. Tao, c'est la plus grande promesse de l'IA. Mais qui vous dit, là, il y a d'autres projets qui sortent. Qui vous dit que finalement, ce n'est pas les autres projets qui vont connaître, voilà, Akash ou Render, ou peut-être d'autres projets là qui arrivent, IO.net, des choses comme ça. Qui vous dit que ce n'est pas eux qui, finalement, qui vont mettre une baffe à Tao. Vous voyez, on ne sait pas. Donc, en tout cas, voilà par rapport à ce message-là. On continue. En tout cas, dans le reste de l'actualité, la Russie qui félicite le Burkina Faso pour l'exclusion de 3 diplomates de France. Vous voyez? Donc, les pays africains se rebellent, hein, et éjectent les Français de, voilà, de tous les endroits. Donc ça, c'est bon, petite actualité pour montrer que côté occidental, ça se passe toujours plus mal. Le Fonds monétaire international qui commence à sérieusement s'inquiéter de la dette mondiale. Ça, on a atteint des niveaux records parce que ce Ponzi général là, de tous les États qui s'endettent toujours plus et qui ensuite réimprime de l'argent, ce qui crée de l'inflation et qui fait l'écart entre les riches et les pauvres. Au bout d'un moment, cette dette-là qui est toujours, qui grimpe dans tous les pays, hein. Parce que là, vous voyez, hein, c'est pas que là, on pourrait croire les États-Unis et la France. Là, l'Inde, la Chine, vous voyez, le Brésil, d'autres pays, hein, même des BRICS, sont dans le viseur, hein. Vous voyez, car leur déficit se creuse. Donc, c'est pas que les Américains, hein. C'est le Japon, c'est la Corée du Sud, c'est la Chine, c'est tous les États du monde qui amplifient leurs dettes et qui réimpriment derrière, qui refont de l'impression monétaire. Donc, c'est une sorte de Ponzi. Et voilà, voilà pourquoi des produits comme le Bitcoin, avec leur halving et la réduction, voilà, le produit qui se raréfie de plus en plus, sont des vraies choses, on va dire, voilà, sont de plus en plus utilisées. Contrairement à ces devises qui sont toujours réimprimées, tout ça, et la dette qui augmente toujours de plus en plus. Vous voyez, et surtout, regardez, hein, la Chine et l'Inde qui creusent bien plus que les autres leurs dettes. Alors que ces pays-là sont voués à devenir les premières puissances mondiales devant les États-Unis. Ouais, donc ils vont devenir les premières puissances, mais ils vont tous s'endetter plus vite que les autres aussi. C'est ça qui est le paradoxe. Donc voilà, on s'attaque aux cryptos rapidement. Et voilà, hein, la forte volatilité. Donc suite la forte volatilité cette nuit, bah, suite à la fausse attaque israélienne, le Bitcoin a fortement chuté et est passé en dessous des 60K, mais c'est rapidement vite repris, hein. Et là, on est monté jusqu'à les 64K. Donc, on va voir ça. En tout cas, le marché est bien vert, hein. Ça s'est bien repris dans la nuit, là. Il y a une forte volatilité. Là, on est proche même des 65 000. Hein. 64 800 pour le Bitcoin. Voilà. Et donc, le reste du marché est vert. Parce que les cryptos se sont repris. Plus de peur que de crainte après la fausse attaque israélienne. On espère que ça se calme, hein, dans le Moyen-Orient là, pour que les actions et les cryptos repartent à la hausse. Regardez le Bitcoin, donc qui casse, hein, un triangle descendant. Ça sent peut-être bon. On va vérifier ça. On ne sait pas, mais on espère. Donc voilà, ce qui nous attend, c'est encore peut-être voilà, une bonne hausse qui pourrait ramener le Bitcoin, voilà, de manière très haute ici et toucher un nouveau plus haut. Là, je sais pas s'il parle du Bitcoin, mais dans les 330 000. Là, il parle dans un Bitcoin dans les 300-400K. Bon, on verra ça. Mais en tout cas, voilà, dans le RSI, on voit que on a une autre montagne à aller toucher là. Donc, on verra ça. Mais ça, c'est sur le moyen long terme. À court terme, impossible de dire ce qui va se passer. À court terme, voilà. Surtout que là, pour la 5e journée d'affilée, j'étais pas abonné à Journal du Coin, ok. Donc pour la 5e journée d'affilée, les ETF Bitcoin Spot américains ont enregistré des sorties nettes. Vous voyez, j'ai encore dit vous voyez. Et BlackRock, c'était le seul hier à comment dire, à enregistrer des entrées. Mais là, voilà, quand on regarde ici, on voit qu'on n'a que des sorties. Les gens vendent plutôt que d'acheter des produits pour s'exposer au Bitcoin. Les gens vendent leur Bitcoin, là, leurs ETF, voilà. Donc, on a plus de sorties. Bon, bah, c'est pas ça qui va alimenter le Bitcoin pour le moment. Et donc, imaginons, voilà, c'est une petite intuition, enfin voilà, on va dire une petite analyse. Si jamais le Bitcoin tombe à 50 000,
là, il pourrait déclencher 15 milliards de liquidation. Parce qu'on a énormément de personnes qui ont mis des leviers et qui ont parié que le Bitcoin va exploser et exploser à la hausse et aller à 75, 80K. Et donc, si on va dans le sens contraire, énormément, on aurait une grosse liquidation et de plus de 15 milliards. Ça, c'est, voilà, beaucoup de gens vont se faire radier, éliminer. Et donc, les marchés, comme les marchés aiment bien s'épurer et nettoyer un peu là, tous ces leviers, tout ça, il se pourrait que les baleines fassent exprès ou que le marché aille chercher ça pour nettoyer un peu et liquider un peu un maximum de monde avant de se relancer. Donc cette possibilité peut arriver. C'est pas une possibilité qu'il faut exclure. Et comme on est sur un fil par rapport à l'inflation et les taux qui vont être repoussés et le conflit au Moyen-Orient qui peut s'envenimer à tout moment, même si là ça semble se calmer, voilà, le Bitcoin n'est pas à l'abri d'aller encore aux 50K. Ça reste une possibilité. En tout cas, on est proche du halving, on va voir ça tout de suite. Et le hash rate qui continue, voilà, c'est ATH qui continue c'est plus haut. Donc, en tout cas, pour ce qui est le minage du Bitcoin, ça tourne à plein régime. Et on est à des plus hauts là, on bat des records. Voilà. Et donc, les mineurs qui sont en plus bien récompensés en ce moment, leur rémunération a même augmenté. Donc voilà, tout se passe bien. Et là, la rémunération va être divisée par 2 cette nuit-là, dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, dans les coups de minuit 30, 1h du matin, on va avoir le halving du Bitcoin. Je serai peut-être en direct. Je n'exclus pas ça. On verra. Mais je serai sûrement en direct. Donc, on verra. Maintenant, il y a un autre facteur qui pourrait alimenter le Bitcoin. C'est un protocole qu'on appelle Rune, ici. Et qui pourrait amener les mêmes coins sur le réseau Bitcoin. Et là, on a énormément de hype autour de ce projet-là, Rune, avec beaucoup d'airdrop ou des choses comme ça. Donc, en tout cas, je sais pas, mais ce projet Rune attire beaucoup d'attention. Le Rune Protocol, donc, qui est apparemment fait en BRC20 pour l'écosystème Bitcoin. Donc, à voir. Mais beaucoup de hype par rapport à ça. On verra si beaucoup vont en profiter ou pas. Donc, à suivre de très près, en tout cas. Maintenant, voilà, c'est ce qui nous intéresse, c'est le Bitcoin. Il reste 100 blocs jusqu'à ce que Bitcoin soit réduit de moitié. Donc, à peine 100 blocs, ça y est. On est à peu près, tout à l'heure, on est à moins de 15 heures maintenant du halving Bitcoin. Donc là, je dirais qu'on est même à peut-être 8 heures maintenant. 8 heures, 9 heures, on va dire, du halving. Donc ça descend. Enfin, on va voir ce halving. Et enfin, peut-être le Bitcoin va peut-être s'apprécier peut-être une nouvelle fois. Donc on verra ça. Maintenant, quand on regarde dans les faits, regardez bien ce chart. On pourrait avoir à peu près ça dans le dessin. On est apparemment ici, là. Vous voyez où il y a marqué halving. Donc, après le halving, en général, on devrait chuter. Et donc là, on devrait toucher les 50K. Vous voyez, 52K au plus bas. C'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure. Mais ensuite, en général, 1 ou presque 2 mois après le halving, là, on entame la poussée vers la hausse. Et là, voilà, on pourrait avoir les 100K à l'horizon après l'été. Donc, il parle de septembre. D'ici là, septembre. Même à partir de septembre, mi-septembre, par là, on pourrait avoir le Bitcoin à peut-être... Alors, attendez. Tac. Voire même, je dirais plus octobre. Octobre-novembre. Donc, un Bitcoin à 100K vers octobre, par là. Vous voyez ? Et ensuite, un Bitcoin qui passerait, qui irait jusqu'au même 150K d'ici 2025, d'ici décembre, à Noël 2025. Et ensuite, qui recommencerait une chute jusqu'à peut-être les 105 000 vers peut-être février 2025, avant de vraiment commencer son rallye. Et courant 2025, aller à un plus haut jusqu'au 25 septembre 2025. 24 septembre 2025. Et là, en septembre 2025, on commencerait le bear market. Donc, voilà. Là, on nous annonce un rallye jusqu'en septembre 2025. On verra. Ça devrait se passer à peu près comme ça. Mais pas dans les détails près. Mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir.
Donc vous me direz si vous êtes assez d'accord avec ça. Mais voilà, on aurait peut-être un Bitcoin dans 100K aux alentours de octobre 2024. Et voilà. Donc, à voir, à voir. C'est de la spéculation, on ne sait pas trop. Maintenant, à l'unanime, hein, ici, une enquête Finder révèle que 31 experts en crypto et fintech s'attendent à ce que Bitcoin atteigne 122 000 en 2024. Donc là, comme je vous ai montré dans le chart précédent, on pourrait atteindre les plus de 100 000 déjà à partir de octobre 2024. Et donc, d'ici la fin de l'année, là, entre octobre et la fin 2024, la fin de l'année 2024, il se pourrait, oui, qu'on atteigne les 122 000 dans cette zone de la fin de l'année. Et donc, voilà, c'est les cryptos, tous les experts sont unanimes. Un Bitcoin qui atteindrait un pic d'ici à 122 000, puis se stabilise donc à 109 000 d'ici la fin de l'année. Donc, voilà, c'est ce que révèle l'enquête Finder. On verra. Et donc, voilà, le principal capitaliseur, ça sera toujours les ETF Bitcoin Spot. Voilà, la demande est déjà supérieure à l'offre et tout ça. Et donc, voilà, 61% des experts de Finder recommandent d'acheter du Bitcoin avant le halving. Donc, on verra, mais voilà, le halving peut stimuler tout ça. Et donc, ce qu'on attend à peu près, hein, c'est ceci-là. Enfin, voilà, on va rebondir et aller chercher ça. Rebondir, aller en plus haut. Voilà, faire ça jusqu'à octobre 2024 où on sera ici. Et voilà, tout coïncide. Hein. Vous voyez que le dessin là nous montre que voilà, ici là en haut de la flèche, on sera à pile octobre-novembre 2024. Et à mon avis, c'est dans cette période-là qu'on sera à plus de 100K. Vous voyez, après octobre 2024 là. Donc vous voyez, moi je suis plutôt d'accord avec ça. Donc vous voyez à peu près mon scénario. Et donc voilà, on finit cette vidéo avec cette image du bonk. Vous voyez. Donc voilà. Alors attendez. Je sais pas si... Voilà, ça a bugué un peu. Mais le bonk, donc le même coin de l'écosystème Solana qui a été affiché à Dubaï. Voilà. À travers des feux d'artifice, tout ça. Enfin voilà, à travers des LED lumineuses. Donc assez incroyable, le bonk qui est toujours en vie, qui est toujours là. Et donc voilà, on termine sur ça. Donc j'espère que vous avez apprécié ces actualités. On se retrouve pour d'autres actualités. On verra si ça s'envenime entre Iran et Israël. On verra pour les taux ce qui se dit. Et on attend les autres résultats des autres entreprises. Les GAFAM là, qui devraient dévoiler leurs résultats courant dans le 20, enfin entre le 22 et le 25 avril. Donc on attend les résultats des entreprises et on espère que les marchés vont se reprendre. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Force à nous. Hein. Allez, à plus.